Alors je commence par dire que je me sens un petit peu un historique quand on évoque le colloque Abdelkrim et la République du Rif. Ce colloque dont j'ai été l'organisateur, le rapporteur et l'éditeur, sous la présidence de Charles-André Julien, il fallait bien un chapeau, financé par l'UNFP, donc qui m'a apporté les mallettes pour le financer et qui m'a apporté les documents quand on les a édités. C'était le temps des mallettes, cette époque-là. Et ce colloque, donc je me sens en quelque sorte aujourd'hui répondre aux questions posées par ce colloque et répondre avec vous, puisque ce colloque est rigoureusement épuisé, sauf dans la sacoche dont on tirera un exemplaire tout à l'heure. Et ce colloque n'a jamais été édité au Maroc. Quand mon ancien copain Driss Cruz est arrivé à la direction de la bibliothèque, il y a à peu près 2 ans et demi, je lui ai dit, voilà, la première chose à éditer, c'est Abdelkrim et la République du Rif. Il m'a dit, entièrement d'accord, il répond diplomatiquement, entièrement d'accord, oui, etc., mais il faut que je demande l'avis. Tout le monde a compris que l'avis c'était le palais, et l'avis du palais n'est toujours pas venu. Donc, le livre n'est toujours pas édité au Maroc. Mais c'est à propos de ce livre que je vais commencer par des anecdotes. Quand il y a à peu près 5 ou 6 ans, on m'a interrogé à la radio-télévision marocaine, la chaîne royale nationale, on m'a demandé de parler. Il se trouve que quelqu'un a prononcé le nom Abdelkrim et la République du Rif. Et j'ai répété le nom, le colloque Abdelkrim et la République du Rif. Le mot République a été coupé. Voyez, il y a à peu près 3 ans, j'ai reprononcé le mot République dans la formule le colloque Abdelkrim et la République du Rif. Alors là, c'était sur 2 M, là. Ça vous prouve qu'ils obéissent aux ordres du palais également. Donc, sur 2 M, il y a un intervenant qui a dit « Oui, mais République, ça ne veut pas dire République. » Ah, j'ai dit « Non, ça veut dire République comme en français, c'est-à-dire la petite République. » Et puis alors, il s'est mis à expliquer ce que c'était qu'une Jema'a. Je lui ai dit « Merci, mais il ne s'agit pas de République et de Jema'a, il s'agit de Gomouria dans tous les textes de l'époque. Et que je sache, aussi bien en arabe qu'en turc, Gomouria, ça veut dire régime républicain, ça veut bien dire république, comme on disait en 1920 et comme on dit encore aujourd'hui, même si le mot ne peut pas passer au Maroc. Donc, on a avancé depuis, puisqu'il y a une sorte de modération qui fait que le mot peut être prononcé. Bon, mais ces choses avancent, mais tellement doucement, voyez. Et pourquoi j'ai argumenté sur le fait que République, ça voulait dire bien Gomouria, et c'était du reste le mot de l'époque comme le mot d'aujourd'hui, et c'est cet argument que j'ai repris dans le film de Arte sur Abdelkrim et la guerre du Rif. J'ai fait le même plaidoyer pour qu'on ne se trompe pas de République. Bien. Deuxième rappel que je vais faire rapidement, Abdelkrim n'est pas né républicain. On ne naît pas dans le ventre de sa mère républicain, donc il n'est pas né républicain. Comme les femmes, Simone de Beauvoir a dit que les femmes ne naissent pas femmes, mais le deviennent, c'est-à-dire qu'elles inculquent le modèle social qu'elles apprennent très jeunes. Abdelkrim n'a pas été républicain dans ses débuts, pas du tout. Il appartient à une famille de service avec le titre de cadi qui circule dans la famille, au service des différents sultans. Bien. Je dis bien les différents sultans, parce qu'il faut rappeler qu'avant 1912, il y a eu 3 sultans qui se sont combattus. Et dans l'histoire du Maroc, il y a d'innombrables sultans. C'est la mode actuelle unicéphale qui croit qu'il n'y a jamais qu'un sultan. Et du reste, le père d'Abdelkrim a pu changer de sultan. Bien. C'est banal, ça. Ça vous montre qu'est-ce qu'était le sultanat avant la réorganisation coloniale que le sultanat va subir. Quand on se situe après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 20, les années de la République du Rif, le sultan, c'est rien du tout. Rien.
c'est le petit sultan des Français, c'est-à-dire le jeune homme que les Français, auxquels ils ont conféré le nom de sultan, parce que Lyautey a initié une politique de restauration des costumes marocains, des toits verts marocains, de récupération des médersas, et de récupération des costumes, et de refabriquer un sultanat unique, cette fois. Un sultanat qui soit le répondant du résident général. C'est ça le petit sultan. C'est simplement celui qu'on a choisi, pas l'aîné du reste. Hein. Vous voyez, le choix s'est posé sur celui qui n'était pas encore en état de penser ce qu'il faisait. Donc, c'est ce petit sultan, et c'est pourquoi, dans les rapports avec la République du Rif, personne ne s'intéresse au petit sultan des Français. Poliment, Abdelkrim, au nom de la République du Rif, lui adresse des messages, lui envoie des documents auxquels il ne répond jamais. Du reste, ce petit sultan ne voit rien du tout. Ce sultan des Français ne répond pas, puisque les Français lui disent de ne pas reconnaître Abdelkrim, bien entendu. Et quand vous savez qu'Atatürk a déménagé le Khalifa, hein, donc il n'y a plus de calife à la tête de l'islam. Il n'y a que des sous-produits qui s'appellent commandeurs des croyants. Donc, quand il a déménagé, après cette destitution, si l'on peut dire, du Khalifa, se sont tenues 2 conférences islamiques, une au Caire et une à la Mecque, pour voir ce qu'on allait faire, s'il fallait rétablir un calife ou pas. Bien. Ça n'a rien abouti à rien du tout, bien entendu, puisque chacun avait ses candidats, mais ça veut dire égal 0. Quand il y a plusieurs candidats, ça veut dire égal 0, si bien que le calife n'a toujours pas de successeur, si je puis dire. Bien. Et Abdelkrim a été invité à envoyer un délégué aux 2 conférences islamiques. Il a donc envoyé un délégué de la République du Rif. Mais il a bien marqué qu'ils envoyaient ces délégués au titre de la République du Rif et qu'ils n'admettaient pas qu'il y ait un autre délégué venant du sultan marocain. Il n'y a pas eu de délégué du sultan marocain à ces 2 conférences islamiques. Mais Abdelkrim a été représenté. Je rappelle ça pour qu'on ne fasse pas l'anachronisme qu'on a entendu ce matin. Il n'y a pas de monarchie au Maroc dans les années 20 et il y a un sultan qui est reconstitué par Lyautey et qui est en quelque sorte en devenir d'être pris en charge par le mouvement national, et c'est le retour du sultan Mohamed éjecté par les Français, bêtement la dernière réaction coloniale, qui ramènera un roi. Et c'est Hassan II qui fabriquera la monarchie royale et l'unique parti royaliste fondamentaliste au Maroc, c'est-à-dire le palais, parti unique qui vit au nom du fondamentalisme monarchique et qui combat pour des frontières mythiques qui appartiennent à une cause historique qui n'est pas historique, c'est-à-dire aux arguments du fondamentalisme royal de la monarchie constituée par Hassan II. Je précise toutes ces choses parce qu'il faut toujours être historique, toujours historien. Il ne faut pas prendre les mots en dehors de leur histoire. Les mots qu'on a employés ce matin n'appartiennent pas à l'histoire. Alors, donc, si on situe la tentative d'Abdelkrim de République du Rif dans les années 20, plus exactement la proclamation en 1923, on se situe dans un mouvement de nationalité qui proclame des républiques. Après la révolution soviétique, après les révolutions du Proche-Orient, même en Europe, les révolutions d'Europe, en Allemagne, en Hongrie, qui ont été écrasées. Bon, après ces révolutions, il y a la grande révolution en Chine qui commence, et il y a des révolutions au Proche et au Moyen-Orient qui proclament des républiques, y compris, peut-être vous l'avez oublié, non seulement on connaît la République d'Atatürk, bon, parce que la République d'Atatürk, elle ne répond pas à une nationalité. Elle répond à un grand nationalisme qui va constituer un État turc pur, c'est-à-dire un État qui élimine les minorités, à commencer par les Arméniens. Donc, il s'agit d'un grand nationalisme, il ne s'agit pas d'un mouvement de nationalité dans le cas d'Atatürk. Et dans les années 20, il y a des mouvements de nationalité. Ça s'appelle par exemple le mouvement jeune kurde, il y a un mouvement jeune Irak aussi, et il y a un mouvement
dans le pays syrien, et ils proclament, y compris, il y a eu une proclamation de la République kurde. C'est ça le mouvement de nationalité, et il n'est pas question de frontières. Ça ne correspond pas à l'ONU. L'ONU, c'est pour plus tard. Un territoire, un État, parfois même une langue, et un peuple, c'est l'invention de l'État, la généralisation de l'État national après 1945. À cette époque-là, on ne connaît pas les frontières des mouvements de nationalité. Les mouvements de nationalité, c'est des mouvements qui veulent proclamer un régime de progrès qu'ils appellent république et qui reconnaissent, si je puis dire, les réalités culturelles et les réalités linguistiques. C'est ça que veut dire la preuve, si je puis dire, encore si on se situe dans ces années. On dit toujours la campagne communiste contre la guerre du Rif. Eh bien, je leur regrette de vous dire qu'elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle la campagne communiste, voulue par l'Internationale communiste, avec la grève de la CGTU en France, c'est-à-dire la CGT des mouvances communistes, puisqu'il y avait une fraction, et avec un comité mis en place par le Parti communiste en France. Ça s'appelle la campagne contre la guerre du Rif et de Syrie, qu'on oublie toujours, puisqu'à l'époque, c'était le soulèvement druze qui essayait de fonder une république syrienne contre le régime différent que voulaient imposer d'une part les Français, c'est-à-dire un régime de protectorat qu'ils vont finir par obtenir sur Syrie et Liban, en partageant. Le Liban, c'est une invention très récente. Et contre le régime britannique, la politique britannique, qui voulait créer un royaume de Damas, et qui l'a créé pour un certain temps. Donc c'est ça, le mouvement des nationalités des années 20. C'est le mouvement pour des républiques liées à des mouvements de nationalité. Alors, si l'on se situe, pour aller très vite, parce que je respecte le temps, moi, on me dit le temps, je le respecte. Donc, après 1945, qu'est-ce qui se produit après 1945 ? Après 1945, le monde entier, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier est réorganisé sous l'hégémonie du dollar, autrement dit dire la prépondérance de l'impérialisme des États-Unis, qui était déjà prépondérant depuis la Première Guerre mondiale, puisqu'ils ont fourni l'argent, et après ils demandent la rétribution. Donc, sous l'hégémonie des États-Unis, dans un équilibre inégal avec l'autre puissance qui s'est affermée dans la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appelle l'URSS. Et ça donnera la guerre froide. Non, mais je rappelle, ça c'est la mise en place. Et à l'intérieur de cette réalité des rapports de force s'organise ce qu'on appelle la Société des Nations. Alors, voyez aujourd'hui, je crois, sauf erreur de ma part, à une unité près, il doit y avoir 196 États reconnus par l'ONU. Il y en a 193 effectifs, et la Palestine qui est sur son strapontin. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il y a 196 nationalités dans le monde, surtout 196 langues, mais dans le langage de l'ONU, c'est-à-dire dans le triomphe du nationalisme étatique après 1945, un territoire, un peuple, un État, qu'on appelle l'État national, un peuple, vous vous rendez compte, toutes les minorités disparaissent, toutes les nationalités disparaissent. Et souvent, l'éducation qu'on appelle nationale veut imposer qu'une seule langue, où il y a une prépondérance linguistique. Donc ça, c'est le monde après 1945. Et c'est en train de se déglinguer aujourd'hui. Bon. Donc, ce monde d'après 1945, il va donc créer, il obéit au nationalisme d'État. Donc, un État, un peuple, une langue. Or, dans le monde, historiquement, et encore subsistant aujourd'hui, il y a encore plusieurs milliers de langues. Donc, il y a à peu près, à l'heure actuelle, dans l'histoire, il y a eu à peu près 6000 langues. Bien. Dans l'histoire des hommes. Les langues, ça évolue comme les populations, ça se regroupe, ça s'assimile, ça se recompose, etc. Il y a eu à peu près 6000 langues. Et à l'heure actuelle, encore active, il y en a encore plusieurs milliers. Il n'y a plus les 6000, puisqu'il y a beaucoup de langues qui se sont effacées, si je puis dire, mais il y a encore plusieurs milliers de langues. Donc des minorités linguistiques, il y en a encore plusieurs milliers. Les Amazières et consorts ne sont pas les seuls. Donc,
et, d'autre part, au sens de nationalité, c'est-à-dire d'autonomie politique reconnue d'une base communautaire culturelle. Vous voyez comment j'emploie les mots. Moi, je fais que de la sociologie historique, il n'y a pas d'autre science. Quand on fait de la sociologie historique, il faut toujours définir les mots qu'on emploie. Une nationalité, ça relève d'une communauté culturelle, éventuellement linguistique, qui s'insère dans les rapports politiques en demandant, à différents degrés, si je puis dire, l'autonomie en fonction de ses caractères culturels. Ça, c'est la conception socio-historique. Dans le cas Riffin et dans le cas d'après 1945, c'est une chose qui est exactement le contraire de ce qu'a été la République du Rif, c'est-à-dire la tentative d'Abdelkrim. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde qui établit les frontières et qui les ferme. On est dans un monde qui fait les réfugiés parce qu'à chaque coup d'État, on fait fuir les gens de l'autre côté de la frontière. Il y a des millions de réfugiés à l'heure actuelle parce que les frontières sont fermées, parce que les coups d'État militaires se succèdent. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, vous faites des réfugiés. Et les frontières du Maghreb, alors le Maghreb c'est le compte, puisque vous voyez bien que le Maghreb, dont je vais un petit peu parler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas puisque les frontières sont fermées. Il n'y a aucun fédéralisme. Les seules réunions de ce qu'on appelle l'UMA, c'est les réunions des ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il n'existe qu'un Maghreb des polices. Donc, je vais vers la fin, j'approfondis cette idée de Maghreb, car cette idée de Maghreb, c'est celle qui a été reprise par Abdelkrim au Caire. Abdelkrim est sous l'obédience, si l'on peut dire, de la Ligue arabe, qui a la Ligue arabe, où sont représentés les représentants reconnus, sont les chefs des partis qui ont un État, même un État encore dominé par la colonisation. Donc, pour le Maghreb, à la Ligue arabe, il y a le parti unique qui s'appelle le Néo-Destour de Bourguiba, le parti unique qui s'appelle le MTLD de Messali, et le parti unique de l'Istiklal. Je dis le parti unique puisque ce sont trois partis qui, par nationalisme, sont candidats à être parti unique de l'État national. Donc, ils ne savent pas que le palais multipliera les partis pour rester le seul parti unique. Donc, il a fallu détruire l'Istiklal, ce qui continue du reste. Donc, voyez cette situation. Et pour les deux membres qui n'ont pas d'État, on crée le bureau des pays sans État. Et il y a deux bureaux. Il y a au bureau des pays sans État, il y a le Maghreb et la Palestine. Le Maghreb et la Palestine qui sont représentés au bureau auprès de la Ligue arabe, puisque les États ne sont pas encore établis. Et c'est sous le couvert de ce bureau de la Ligue arabe qu'opère Abdelkrim. Abdelkrim ne joue pas, en quelque sorte, à contredire l'appellation arabe du mouvement national à l'époque. Pas plus qu'il ne conteste que la Ligue arabe s'appelle Ligue arabe. Pas plus qu'il ne conteste que le mouvement national, surtout au Proche-Orient, s'appelle le mouvement national arabe. Et c'est même des jeunes progressistes qui animent ce mouvement national arabe qui donne tous les petits partis qui subsistent aujourd'hui, y compris en Palestine. Donc, ce mouvement national s'appelle arabe, Abdelkrim en prend acte en quelque sorte. Mais ce qu'il va développer, c'est l'armée de libération du Maghreb. Bon. Je fais une petite parenthèse qui va me demander 30 secondes de plus. C'est qu'au Machrek, on peut dire nationalisme arabe, au Maghreb, on ne peut pas. Parce qu'il y a deux mots pour dire une chose unique. Ça s'appelle arabo-islamisme. Et arabo-islamisme, vous ne pouvez pas le prononcer au Machrek. Hein. Donc, vous voyez, c'est une fausse unité hein, dont tireront profit les islamistes, évidemment. Donc, et c'est pour ça qu'ils fondent les commandos. Il envoie des volontaires étudier à Bagdad ou étudier en Égypte pour former les cadres de l'armée de libération du Maghreb. Et quand les armes sont débarquées par l'entremise d'Abdelkrim à Nador ou ailleurs, elles sont destinées à l'armée de libération du Maghreb
Alors, en jouant sur les mots, les Marocains disent le Maghreb c'est nous. En réalité, c'est destiné à l'armée de libération algérienne, aussi bien que l'armée de libération du Maghreb au Maroc. Bien. Et c'est pourquoi les deux groupes qui vont subsister après l'écrasement, si je puis dire, l'accaparement de l'ancienne armée coloniale pour faire les phares et une armée avec une musique coloniale par Hassan II, écrasera les deux courants, les deux groupes nés de l'armée de libération du Maghreb, c'est-à-dire l'armée de libération du Maghreb au Rif et l'armée de libération du Maghreb au sud contre la colonisation espagnole. Vous comprenez l'emploi des mots et vous comprenez comment les choses vont être très dures à l'époque où Hassan II va écraser ces deux survivants, si je puis dire, de l'armée de libération du Maghreb et va continuer après jusqu'en 1973 à écraser les survivants. L'ultime mot, ça prendra même pas une minute, j'ai dit tout à l'heure que le Maghreb n'existait pas. Le Maghreb des peuples, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le Maghreb fédéral des peuples du Maghreb, le Maghreb des peuples s'arrête avec Ben Barka, si je puis dire. Il s'arrête à l'échec de la conférence de Tanger, il s'arrête avec l'échec de ce qu'on appelle le Maghreb des peuples. Donc il n'y a plus que des Maghrebs des États-partis ou des partis-États. Donc il n'y a pas de Maghreb. La seule façon de penser un Maghreb, c'est la façon dont Abdelkrim l'avait en quelque sorte entrevu ou projeté. Moi j'aime bien le mot projection. Abdelkrim, comme il n'est pas né républicain, et comme il est inséré dans le pays rifin, il est parfois tenaillé par ses limites de formation dans la société rifane, et en même temps il fait des projets. Et les projets, c'est toujours des projets fédératifs. Il ne peut pas y avoir de Maghreb sans fédération du Maghreb, comme il ne peut pas y avoir de fédération du Maghreb sans fédéralisme à l'intérieur des États constituant la fédération du Maghreb. C'est vraiment le dernier mot. Merci.